Bienvenue dans For Good, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous résolument concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Et comme toujours, j'ai à mes côtés Thomas Brozard. Salut Thomas. Salut Alix. Je rappelle que tu es directeur permanent entreprise de Norcis et coprésident du mouvement Bicorp en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, coprésident du mouvement Impact France. Bonjour Pascal. Bonjour Alix. Avec nous également Sonia Artignan-Frodou, cofondatrice de Fine Climate et présidente d'Écosystème. Bonjour Sonia. Bonjour Alix. Et enfin, sur ce plateau, Marie Eklund, administratrice de SWIP et fondatrice du fonds 2050. Bonjour Marie. Bonjour Alix. Et bienvenue à tous les trois. Face à l'urgence climatique, les entreprises sont appelées à repenser leur modèle si les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants. La transition écologique est aussi une opportunité stratégique. Mais comment conjuguer rentabilité et durabilité dans un contexte particulièrement morose ? C'est le thème de notre débat. Et comme à chaque fois, il y aura le top et flop. Nous mettrons en lumière les entreprises qui ont su anticiper le dérèglement climatique et en tirer profit. Et quant au flop, c'est Thomas qui s'y collera et il nous expliquera l'incapacité des États à créer un cadre favorable aux entreprises innovantes et responsables. Et puis bien sûr, vous ne repartirez pas sans un outil. Dans le Good to Know, on parlera de la Net Zero Initiative, une méthodologie pour contribuer à un monde bas carbone. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Thomas, on ouvre le bal avec ton édito et tu nous dis que les entreprises perdent du terrain face au dérèglement climatique. Et oui Alix, car ces derniers mois, ces dernières années, on voit bien que les catastrophes climatiques, parfois qualifiées de naturelles, ont des impacts forts sur les rendements économiques des entreprises, qui parfois sont en chute libre, des prix aussi parfois qui s'envolent. Et donc finalement, est-ce que face à tout ça, on a vraiment le choix entre la fin du monde et la fin du mois, qui est une expression qui revient souvent? Est-ce que la fin du monde, ce serait pas à chaque fin de mois pour un nombre grandissant d'entreprises? La formule est forte, mais les statistiques récentes montrent bien que le monde économique dans son ensemble se porte assez mal. Les redressements judiciaires, les faillites d'entreprises se multiplient. Prenons un exemple au niveau européen. 64% des entreprises ont subi des pertes financières liées au phénomène climatique en 2023 et 15% d'entre elles seulement sont assurées contre de tels risques. Ça montre bien à quel point les années prochaines seront déterminantes et que toutes ces composantes nouvelles avec lesquelles les entreprises doivent prendre des décisions nous amènent à penser que finalement 2050, qui était l'échéance des prévisions climatiques, est déjà maintenant. Alors ça donne quoi concrètement ? Alors, prenons quelques exemples sectoriels. Dans le transport, la SNCF, par exemple, qui se retrouve fortement impactée par des fortes chaleurs et doit investir davantage dans la maintenance de ses réseaux. Prenons EDF, qui, au niveau de la production énergétique, voit des rendements baisser sur le volet notamment hydroélectrique, qui compose quand même une partie importante du mix français. Des producteurs viticoles en Bourgogne, dans le Bordelais aussi, qui voit des rendements baisser de 30 à 50%. Plus largement dans le monde agricole, et l'actualité des dernières semaines est assez triste à cet égard, où les agriculteurs se manifestent, mais d'ailleurs ce n'est pas tant une crise des agriculteurs qu'une crise agricole au sens large, avec des rendements en chute libre, ou des prix, comme je le disais précédemment, qui s'envolent. Prenons l'exemple de l'orange en 12 mois, qui a augmenté de 200% en termes de prix, ou le cacao qui a pris 400% sur à peine 2 ans. Et qu'en est-il de la pression réglementaire ? Alors, en Europe en particulier, un nouveau cadre réglementaire émerge et est énormément évoqué ces dernières semaines. La CSRD notamment, on pourrait aussi parler de la CSDDD, la taxonomie verte, qui sont d'ailleurs attaquées de toutes parts par certains pays de l'Union et pas n'importe lesquels, qui aimeraient voir une simplification, voire un allègement de la pression qui pourrait en découler. Mais globalement, la pression augmente. On se met même aussi à entendre parler d'ajustement carbone aux frontières qui viserait à appliquer des taxes pour pénaliser les produits qui ont des émissions notamment de carbone trop importantes. Mais cela peut représenter aussi évidemment une opportunité pour les entreprises européennes et françaises. C'est ce dont on va notamment parler aujourd'hui, avec à la fois des avantages concurrentiels à aller chercher à moyen terme, mais aussi de nouvelles perspectives commerciales dès lors que l'on envisage le développement de nouvelles offres de produits ou de services. Et Sonia notamment pourra l'évoquer. Ce que le dérèglement climatique nous enseigne aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se satisfaire de le voir comme un défi à subir. Ça doit devenir le meilleur prétexte pour enfin rendre la société soutenable. S'adapter aujourd'hui, c'est anticiper demain et devenir un leader d'un monde plus sain. C'est ce dont on doit pouvoir
travailler et discuter aujourd'hui avec nos invités. Marie, une question pour vous. Les investisseurs prennent-ils réellement en compte les risques climatiques dans leurs décisions ou est-ce que c'est encore marginal? Je pense que c'est encore marginal. En tout cas, disons plutôt que la manière dont ils évaluent les risques n'est pas complètement holistique et souvent, assez peu, fiable, hein. C'est-à-dire que moi, en ce moment, on travaille beaucoup sur les océans, par exemple, et on se rend compte que la valeur à risque, en fait, sur les océans, représente des trillions, d'euros, mais sauf que elle touche un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas conscience qu'en fait, elles sont, potentiellement à risque sur ces sujets-là. Donc en réalité, ils ne le prennent, ils ne savent pas suffisamment bien le mesurer, on va dire. Pascal, vous voulez réagir? Ah bah oui, vraiment en écoutant Thomas, je me disais que dans mon métier, l'assurance, hein, on est évidemment aux premières loges de ce que vous décrivez. Ça fait 15 ans, moi, que je constate une augmentation systématique chaque année et parfois extrêmement forte du coût des conséquences de ces événements climatiques. Et forcément, si l'assurance est impactée, bah, derrière les clients de l'assurance, et notamment les entreprises, sont impactés également, doublement. D'abord par une élévation des coûts, hein, du prix de l'assurance. Forcément, si le sous-jacent, si les événements à couvrir sont plus coûteux, bah, les tarifs de l'assurance augmentent structurellement. Et puis, impacté presque surtout par le fait que progressivement, les réassureurs d'abord, c'est-à-dire les assureurs des assureurs, puis les assureurs ensuite, risquent de se retirer et de moins couvrir ces événements climatiques. Et donc là, c'est la double peine. On subit des événements plus nombreux et plus coûteux, et on est moins couvert pour se protéger. Sonia, d'un mot avant qu'on passe à la prochaine séquence, vous voulez ajouter quelque chose? Je pourrais parler aussi du contexte des entreprises industrielles qui doivent, elles aussi, intégrer cette évaluation du risque au travers d'une cartographie des risques. Alors, les grands groupes font ça, ça fait même partie de leur gouvernance. Il y a un domaine, à mon avis, où ils sont assez vigilants, c'est tout ce qui concerne l'approvisionnement en ressources, en eau, en énergie, parce que ça a des conséquences importantes sur leur production. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, l'impact direct du dérèglement climatique avec les catastrophes auxquelles ils peuvent être confrontés n'est pas encore suffisamment pris en compte et du coup n'intervient pas dans leur choix de décision d'investissement. On va pouvoir aborder ça un peu plus en profondeur. On passe tout de suite au top et flop. C'est l'heure du top et flop et on a donné des devoirs maison à nos invités. On a demandé à chacun d'entre vous de choisir une entreprise qui a su prendre en compte les risques climatiques et qui en tire profit aujourd'hui. Sonia, on commence avec vous. Quel est votre top? Alors mon top, c'est une société qui s'appelle Bontaz, qui est une société dans le secteur de l'automobile et qui est un équipementier automobile et qui est très impacté par la crise automobile qu'on vit au niveau européen notamment. Et c'est une société qui est localisée dans la vallée d'Arves. Donc, c'est une entreprise dans les territoires. C'est une entreprise qui a été créée en 1965 et qui fabrique des équipements qui sont dans les véhicules et qui traitent des fonctions hydrauliques. Donc, c'est très pointu. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est 3500 personnes dans 11 pays et ils ont lancé une nouvelle activité dans le domaine des piles à combustible pour faire des véhicules qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Et donc, eux, la façon de tirer parti de ce dérèglement climatique, c'est d'innover et de proposer des nouveaux produits pour transformer la mobilité, qui est quand même un domaine qui a un gros impact en termes de gaz à effet de serre. Merci. Qui est le suivant? Marie? Pascal? Bon, j'y vais alors. Alors moi, je suis une mauvaise élève, donc j'en ai deux. Trop bon élève, trop bon élève. Mais je vais faire très vite sur le premier parce que c'est le deuxième qui est plus intéressant par rapport à ce qui arrive. En fait, j'aime beaucoup citer l'exemple de Patagonia parce que c'est aussi un exemple de gouvernance. Et en fait, toute l'évolution de cette entreprise qui a été un des pionniers dans le monde de la mode pour mettre au cœur l'adaptation au réchauffement climatique, mais plus largement la soutenabilité de son industrie. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils l'ont ancré dans toute la manière de prendre les décisions dans l'entreprise, dans la manière dont était évaluée la performance des employés, mais aussi même dans l'actionnariat, puisque le fondateur vient de donner l'intégralité de ses actions à une fondation pour être sûr que cet alignement aux intérêts de la société et de la planète soit gardé dans le temps.
Donc, on oublie souvent qu'il y a aussi des sujets de gouvernance et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Mais après, comme moi, je suis une investisseur dans l'innovation et dans les startups, je trouvais ça important de montrer aussi qu'il y a des nouvelles entreprises qui se créent et qui, dès le démarrage, en fait, dans leur ADN, portent ça en cœur. Et parler d'une des entreprises qu'on a financées chez 2050 qui s'appelle Pebble, qui est une entreprise qui est suédoise, mais qui, en fait, est répartie entre la Suède, la Hollande et la Finlande. Donc, c'est une vraie entreprise européenne et qui fait en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est de produire un matériau qui remplace la pierre ponce dans la fabrication du ciment et qui fait qu'en bout de chaîne, on a du ciment qui stocke du carbone, qui stocke du CO2, qui a été finalement, qui sont des rejets industriels, grâce à un phénomène qui s'appelle la minéralisation du carbone, qui est un phénomène complètement naturel où il y a des roches, comme des roches olivines, qui captent naturellement ce carbone. Donc, ils accélèrent et ils augmentent et ils tirent profit des capacités de la nature à stocker le carbone pour que derrière, on puisse complètement transformer l'industrie du ciment. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle économique, du coup, est complètement aligné avec l'impact environnemental, puisqu'il est double. Ils sont à la fois un modèle économique pour stocker le carbone dans les matériaux qu'ils produisent, et puis un modèle économique de vente du matériau final, pour la construction des bâtiments, ce qui montre bien qu'on peut avoir des modèles gagnant-gagnant, économiques et environnementaux, et qu'en plus, dans la manière dont ils prennent les décisions, là encore, c'est comme Patagonia, en cœur de décision dès le démarrage, avec la mission inscrite dans les statuts, même si ce n'est pas une entreprise à mission, et des décisions qui, dans les choix des produits ou même de l'emplacement de l'usine, prennent en compte les derniers résultats du laboratoire de recherche qu'est le Stockholm Resilience Center pour savoir, dans la décision de là où mettre l'usine, quel est l'endroit dans lequel ils vont avoir l'impact environnemental composé entre l'utilisation du sol, les émissions carbone et l'utilisation de l'eau, qui heurte le moins et qui fait le moins de mal possible à l'environnement dans lequel ils vont s'implanter. Alix, peut-être avant de laisser la parole à Pascal, je ne peux m'empêcher de faire un rebond sur le premier point soulevé par Marie, puisqu'il Qui a se trouve déjà qu'il y a- été évoqué par un autre invité parce qu'il est assez précédent top. iconique, mais il Ouais. se trouve qu'il y a 15 jours, mon entreprise Norcis a fait une annonce qui est une grande première, au moins à l'échelle européenne, je pense, sur le modèle de gouvernance, puisque nous avons créé un fonds actionnaire à qui on a transmis une partie du capital et qui sera désormais présidé par un représentant de la nature en nom de Franz Gold, qui aura un siège au conseil d'administration et un droit de vote, voire un droit de veto sur certaines décisions. Mais on va aussi créer un haut conseil pour la nature qui sera composé d'autres représentants de la nature dans nos autres organes de gouvernance. Et ça, on le fait pourquoi? Parce que même si notre entreprise de services numériques n'est pas directement impactée aujourd'hui par le dérèglement climatique, on veut vraiment se donner les moyens d'anticiper, d'accompagner nos clients et notre écosystème. Et ça, on ne le fera que si on crée des mécaniques de décision, de réflexion collective qui permettent à la nature, aux vivants, représentés par différentes formes, qui peuvent être des experts, qui savent aussi faire les liens avec notre métier dans le numérique, de nous aiguiller dans le bon sens. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur 2050 à la Fondation aussi. Bon, donc il faudra qu'on se reparle avec Marie après. Pascal. Alors, je sais qu'on considère souvent que small is beautiful, mais moi j'ai fait un choix peut-être un petit peu provocateur. J'ai choisi une entreprise du CAC 40. Qui est Veolia. Alors Veolia, c'est une immense entreprise, hein, c'est 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 000 salariés, avec 3 secteurs principaux d'activité, le traitement des eaux, l'énergie et le traitement des déchets. Et sur chacune de ces activités, Veolia a énormément investi pour qu'on réutilise les eaux usées, notamment dans les villes, hein, pour nettoyer les rues, etc. Donc ça veut dire quand même des investissements très lourds, hein. Il faut prévoir un système bis de circulation de ces eaux et d'utilisation. Pareil dans l'énergie, avec le développement notamment de microstructures parallèles aux réseaux principaux, y compris pour améliorer la résilience en cas de coupure. Et puis évidemment, dans le traitement des déchets, un énorme travail sur le recyclage, y compris le recyclage de déchets complexes, soit industriels, industrie automobile, etc., soit même déchets nucléaires, etc. Et tout ça, manifestement, crée de la croissance pour Veolia. Ils ont un plan stratégique, là, 24-27, avec une hypothèse de croissance de 70% de leur chiffre d'affaires, ce qui, évidemment, vu la taille déjà de l'entreprise, est complètement considérable.
Merci à tous les trois pour ces exemples. Thomas, quant à toi, tu t'attelles au flop et tu nous parles de On a hâte. l'incapacité des États à créer un cadre C'est moche. favorable pour les entreprises. Bon, ouais, enfin, je veux surtout lancer, je pense que c'est un Mhm. sujet qui devrait faire réagir parce que on sort tout juste de 2 COP successives sur la biodiversité, sur le climat, qui ont plutôt été qualifiées d'échecs. Et si je prends le volet de la COP du climat notamment, ou avec les pays du Sud qui sont en attente de financement pour pouvoir s'adapter aux dérèglements climatiques provoqués par les pays de l'hémisphère nord, qui ont qualifié d'insultant le résultat, c'est-à-dire le peu de financements qui ont été validés lors de cette COP. Et plus largement, si je ne prends pas que l'ensemble des États, mais des États à leur échelle individuelle, par exemple l'État français ou l'État américain, on voit bien la difficulté que peuvent avoir ces États à se mettre à la hauteur de l'enjeu et à créer un cadre, et là on se remet à l'échelle de l'entreprise, qui soit stable et qui permette aux entreprises d'anticiper, de planifier à long terme, ce qu'impose la lutte contre le dérèglement climatique. Le cas en particulier que je voulais souligner, qui est très actuel, c'est l'élection très récente donc, de Donald Trump, qui annonce, comme lors de sa première élection, vouloir sortir des accords de Paris. Ça, c'est un flop, voilà, au sens global du terme. Ce qui m'a intéressé dans ce cas très récent, c'est qu'il y a eu un contre-pouvoir qui s'est initié, assez inattendu en tout cas de ma fenêtre, qui est la réaction du patron d'Exxon, qui est quand même voilà, une des plus grandes compagnies oil and gas au monde, qui réagit publiquement à cette volonté de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris en disant « Nous ne souhaitons pas, nous Exxon, que nous sortions en tant qu'État de l'accord. Pourquoi ? Parce que nous devons planifier des investissements en dizaines de milliards dans les années qui viennent et que pour que cela marche et que nos actionnaires acceptent un plan de transition aussi ambitieux, il faut que le cadre dans lequel nous opérons, national et plus global, soit stable. Donc, c'est extrêmement intéressant en partant de ce flop de voir que des acteurs qui sont peut-être ceux qui sont les moins attendus aujourd'hui pour se positionner en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique commencent à dire là, nous, on a besoin de stabilité pour y aller parce qu'on veut y aller. Sonia, je vous vois dodeliner de la tête. Oui, bah des flops, on en a tous beaucoup. Alors, il y a un peu sur le même registre, il y a un flop qui est en train de naître là en Corée du Sud autour des réglementations et des accords en fait mondiaux autour des emballages. Et alors, je ne sais pas si ce sont les gouvernements, pas tant, plutôt les industriels là qui ont débarqué en masse avec beaucoup de lobbyistes dans le domaine de la pétrochimie, de la chimie, etc., pour contrer des accords qui pourraient se mettre en place pour réduire en fait les emballages, mais le plastique de façon beaucoup plus large. Et on sait que le sujet du plastique on est addict au plastique, on est drogué au plastique, mais on va avoir besoin de se désensibiliser du plastique. Et les réglementations vont être essentielles pour qu'on le fasse. Et là, on a un autre exemple en France, en fait, dans le cadre de la réglementation sur les emballages pour les fruits et légumes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La France a été retoquée parce qu'en fait, on avait mis en place des réglementations, mais qui allaient contre des réglementations qui sont en cours d'élaboration au niveau européen. Donc, les réglementations, il en faut. De la vision long terme, il en faut. Et en même temps, ça peut aussi nous empêcher d'avancer, comme c'est l'exemple des emballages en France. Voilà. Pascal. En écoutant Thomas, je me disais, oui, bien sûr, il y a l'élection de Trump. Chez nous aussi, il y a quand même un certain nombre de flops macro, pour ne pas parler simplement d'entreprise, mais et alors en particulier, moi, celui qui me désespère un petit peu, c'est la multiplication des prises de parole, parfois au plus haut niveau. Je pense au MEDEF, je pense au patron d'une grande banque, je ne la citerai pas, qui s'est exprimé sur le sujet récemment, les prises de parole négatives à l'encontre de CSRD. Alors c'est vrai que CSRD, il y a sûrement des choses à regarder, et en particulier pour les entreprises de plus petite taille, celles qui sont soumises mais ne sont pas des grands groupes. En revanche, que des patrons de grands groupes, moi, je vois très bien ce qui se passe à la Maïf, et c'est évidemment pareil dans l'ensemble des grands groupes. Ça fait plus d'1 an qu'on a des équipes projets qui bossent avec des consultants, et là, on arrive au bout et on va mettre en place. On y est. Remettre en cause quand on est à la tête d'un grand groupe aujourd'hui, CSRD, je crois que ça n'est pas raisonnable, et c'est un signal extrêmement négatif qui est donné. Ce qu'on peut peut-être dire pour toutes les dirigeantes et les dirigeants qui nous écouteront sur ce sujet, et qui verraient peut-être d'un mauvais œil aussi cette lourdeur administrative qui est souvent rappelée, c'est que l'étape peut-être cœur de la CSRD, qui s'appelle la double matérialité, est un formidable exercice d'anticipation, de planification des risques que fait peser l'entreprise sur le climat, mais que le climat fait peser sur l'entreprise. Et ça,
c'est peut-être le meilleur outil qu'elles pourraient utiliser demain pour planifier les bons investissements et s'adapter. Je vois Marie qui a l'air d'avoir envie de réagir. Oui, absolument. En fait, de manière un peu générique, je vais dire qu'on a un flop général sur la compréhension du temps. C'est-à-dire que j'ai été il y a à New York tous les ans ce qu'ils appellent la Climate Week. Donc, c'est la semaine où tous les grands scientifiques, industriels, ONG, etc., parlant du climat se retrouvent pour essayer de faire avancer. Donc, c'est beaucoup plus informel qu'une COP ou autre chose, mais il y a vraiment tous les acteurs. Et il y avait Johan Rockström qui parlait et qui exposait. Donc, Johan Rockström, c'est celui qui est à l'origine des limites planétaires, hein, donc de ce modèle où on sait qu'il y a à peu près 9 limites planétaires à ne pas franchir si on veut que la Terre soit en résilience, c'est-à-dire qu'elle puisse continuer à offrir les services naturels dont on a besoin en tant qu'humanité pour survivre dans le temps. Donc, il y en a 9. Il y a l'acidification des océans, il y a évidemment les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc. Donc, il y en a 9 comme ça, hein, et on en a déjà franchi 6. Et tous les ans, il fait ce qu'il appelle un check de la santé de la planète. Et aujourd'hui, cette année, c'était la première fois où ils arrivaient à quantifier à peu près quand les autres limites planétaires seraient franchies et quand on sortirait de ce qu'il appelle le corridor de la vie, qui est les zones de température dans lesquelles la planète a toujours fonctionné avec des hommes dessus. Et on ne sait pas ce qui se passe quand on sort du corridor de la vie. Et Johan Rockström donc disait, on a en réalité, donc on a estimé le temps qu'il nous fallait qu'il nous restait pour arriver à rester dans le corridor de la vie sans que on en sorte de manière irréversible, et c'est 5 ans. Voilà. Et donc, en fait, le flop générique, moi, que je ressens au quotidien, c'est cette espèce de temporisation sur des sujets où on met toujours d'autres choses en priorité alors qu'on ne comprend pas les conséquences réelles de ce qu'on est des décisions qu'on est en train de prendre, pardon, et l'ampleur, ou en tout cas l'ampleur qu'on devrait y donner, en fait, et on ne donne pas suffisamment d'ampleur à ces sujets, et on est toujours en train de mettre d'autres sujets en priorité alors qu'on n'a pas de temps. Voilà. Merci Marie pour ce flop improvisé, ça valait le coup. Il est temps de passer au débat. Les entreprises ne peuvent plus ignorer les effets du dérèglement climatique qui impactent à la fois leur chaîne d'approvisionnement, leurs infrastructures et leurs équipes. Il est aussi désormais largement admis que les entreprises sont au cœur des solutions, mais la question demeure: comment conjuguer performance économique et transition écologique? Pascal, on commence avec vous. Les entreprises sont-elles prêtes à faire face à ces impacts directs et indirects du dérèglement climatique? Alors non, elles ne sont pas prêtes, c'est clair. Oui, le niveau de maturité, le niveau de conscience de la nécessité d'agir et parfois de l'urgence à agir monte progressivement, mais peu d'entreprises finalement sont prêtes à réfléchir de manière un peu fondamentale, et c'est ça qui est nécessaire, tout simplement à la modification de leur chaîne de valeur, de leur manière de produire. Donc vous avez des entreprises beaucoup désormais, qui font des choses à la marge, à côté de leur activité, et des choses très positives, mais c'est évidemment insuffisant. Le sujet, c'est de changer très profondément la manière dont on conduit ces activités. Et par ailleurs, les entreprises ont énormément de mal, souvent, à se représenter le fait que transformer une chaîne de production, transformer la manière d'assurer son activité pour être beaucoup plus vigilant à ses impacts écologiques évidemment, mais aussi sociaux d'ailleurs, hein. Bien sûr, ça nécessite des investissements, du temps, des coûts, mais très peu considèrent ou se rendent compte que ça crée in fine énormément de performances. On pourra en reparler, que ce soit en matière de marque employeur, de marque commerciale, de vision de l'entreprise par le vaste monde, c'est extrêmement positif en réalité. Marie, vous observez un décalage entre les attentes des investisseurs d'une part et les réels engagements des entreprises? Moi, je dirais que c'est presque en sens inverse. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'entreprises qui ont envie de bouger
et qui finalement n'ont pas les investisseurs ou les actionnaires qui sont en capacité de reconnaître et de valoriser les mouvements et les transformations qu'elles font ou qu'elles désirent faire. Mmh. C'est-à-dire que on oublie souvent que les entreprises, c'est des gens en fait. C'est un groupe de personnes, c'est un collectif qui agit ensemble. Et moi, ce que je sens à l'intérieur des entreprises, c'est qu'il y a une dynamique de talents qui sont vraiment dans cette logique de transformation et qui cherchent et qui ont envie que ça arrive. Mais il y a un décalage après parce que souvent on n'a pas les outils, qu'il n'y a pas, comment dire, que ce n'est pas ce qu'il est demandé à l'entreprise en tant au niveau de son conseil d'administration, au niveau de ses actionnaires et des contraintes financières qu'on leur pose et qui freinent un petit peu cette dynamique entrepreneuriale interne qu'il y a dans les entreprises. Et donc, ce que je trouve, c'est que, alors moi, j'ai vécu la transformation digitale de l'intérieur. Et je vois beaucoup, beaucoup de parallèles entre ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui s'est passé au début des années 2000 dans la transformation digitale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'appétence. Il y a des entreprises qui sont à la pointe sur ces sujets-là et qui tracent la voie, mais on n'a pas encore les outils. C'est-à-dire que souvent, c'est comme si on demandait à une entreprise d'être agile. Agile, c'est vraiment comment la manière dont les startups fonctionnent de manière très fluide, très innovante, etc., qui est la culture digitale. Mais ça repose sur des outils qui ont été mis en place entre les années 2000 et les années 2010. Donc, on est dans une phase de R&D en réalité sur, ça veut dire quoi, se transformer durablement. Quels sont les outils qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser facilement. Donc, il n'y a pas encore de mode d'emploi qui soit facile à disséminer au sein des entreprises parce que la plupart du temps, les entreprises sont habituées à fonctionner et à prendre des décisions en regardant le passé. C'est extrêmement frappant en finance. La finance fonctionne comme de l'intelligence artificielle. Elle regarde ce qui a marché dans le passé, marché étant gagner beaucoup d'argent, et ils prennent des décisions aujourd'hui basés sur les données historiques de performance et ils sont bien incapables de prendre des décisions différentes. Or, aujourd'hui, on n'a pas de données historiques de performance environnementale ou de performance sociale. Donc, même si elle voulait le faire, elle ne pourrait pas le faire sans changer la manière de prendre des décisions. On est obligé aujourd'hui, dans les entreprises, et en particulier dans le monde de la finance, de prendre des décisions en regardant le futur, en se disant où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux construire, en comprenant aujourd'hui ce qui empêche, quelles sont les tensions qui empêchent les entreprises de pouvoir aller là où elles veulent aller, et du coup prendre ces décisions dans ce sens-là, et pas en regardant les bonnes pratiques du passé et en continuant sur ce qu'on a déjà fait. Et donc c'est vraiment pour moi, c'est pas un manque de volonté des entreprises, c'est un manque d'outils. C'est un changement profond de la manière dont on prend les décisions et c'est un sujet de comment est-ce qu'on peut communiquer cette performance-là d'une manière qu'il soit valorisé par ces autres parties prenantes et par ses actionnaires notamment. Et donc l'industrie financière a un rôle massif à jouer parce qu'elle va être catalyseur de toute la transformation du reste de l'industrie. On va revenir sur les outils justement. Sonia, vous accompagnez des green tech industriels dans leur passage à l'échelle. Mais allons droit au but, on peut concilier croissance et impact environnemental? Ça, c'est la question, la question à 1 milliard. Oui. Est-ce qu'on peut concilier croissance et impact environnemental? Dans certains cas, on peut le faire, et notamment avec des entreprises qui vont se construire en tenant compte finalement de ce dans quoi elles vivent, c'est-à-dire la planète, et qui vont intégrer dès leur développement des business models circulaires. Elles vont faire de l'éco-conception, elles vont être sur des modèles d'économie de fonctionnalité. Donc, c'est ce qu'on les encourage à faire. Elles vont mesurer. Donc, c'est ça qui fait que finalement, oui, elles vont être en mesure de concilier l'impact profit, moi j'appelle ça, ou impact création de valeur financière, l'impact environnemental et l'impact social aussi. Moi, j'aime bien regarder ces 3 dimensions qui sont essentielles et c'est ce qu'on essaie de faire avec elles. Et il y a un élément qui leur permet aussi de faire ça, je pense, et c'est là où ces startups, je trouve qu'elles sont aussi transformatrices pour l'ensemble du tissu économique, c'est le fait qu'aujourd'hui, la transition environnementale nécessite que maintenant tout le monde coopère.
On parlait de chaîne de valeur tout à l'heure. La coopération sur les chaînes de valeur est essentielle. La coopération transversale entre les différents acteurs est essentielle. Et la coopération start-up, green tech industrielle et entreprise est aussi essentielle. Et donc, finalement, cette coopération permet aussi de concilier croissance. Mais en fait, C'est on déterminant. peut y passer des heures Oui. sur le thème de croissance. Qu'est-ce qu'on met derrière Oui. croissance, etc. Mais en fait, se construire quand on est petit, en ayant un impact positif et en étant une entreprise qui va être régénératrice, hein, c'est essentiel. Et c'est tellement facile quand on part de rien que c'est une super opportunité. Mais la plupart des entreprises, elles parlent d'un existant, d'un historique. Et c'est ça Et c'est là que parfois c'est un petit peu plus difficile, mais je voudrais du coup rebondir en faisant aussi un lien avec l'édito et les nouveaux potentiels commerciaux, y compris que peuvent représenter les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Marie évoquait le digital, il se trouve que c'est l'univers dans lequel œuvre Nord6. Il y a quelques années, on a voulu commencer à réfléchir à l'éco-conception des services numériques, puisque même s'il est aujourd'hui assez peu visible, l'impact environnemental du numérique est énorme et surtout le développement exponentiel du numérique va générer des impacts considérables à l'avenir. Et en réalité, là où le bas blessait le plus, c'était pas tant notre propre appétence en tant qu'entreprise qui voulait s'engager, c'était l'écosystème autour, les clients. Alors les investisseurs, dans notre cas, on est sur une entreprise familiale, donc ce n'est pas le problème, mais c'était plutôt au côté des clients que dès lors que l'on parle de surcoût, évidemment, le bas blesse. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, en avançant quand même sur le sujet par conviction, on a commencé à trouver des leviers de sobriété. Donc la sobriété, dit autrement, c'est des économies de coûts. Exactement. Et que quand on a pu faire la preuve de cela et continuer à développer nos capacités à éco-concevoir en développant des services moins énergivores, mais qui sont aussi des économies de coûts pour les clients, tout d'un coup, ça a beaucoup mieux marché. Et c'est là qu'il faut qu'on gagne un petit peu en maturité, mais que les entreprises se saisissent le plus possible en amont de leur réflexion de l'impact économique positif que peuvent générer des gains écologiques de sobriété, parce que c'est le meilleur argument pour avoir des gains rapides à court terme et donc créer une dynamique qui après permet d'être plus ambitieux. Pascal, vous avez pris des engagements forts à la Maïf, Ouais. dont celui de ne plus investir dans les énergies fossiles. Mhm. Question simple, quel bénéfice est-ce que vous en tirez? On n'en tire pas de bénéfices financiers. Par hypothèse, hein, vous avez tout un champ de secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Si vous dites non, en fait, moi je ne vais pas investir dans cette partie-là, ça veut dire que par hypothèse, on se prive de possibilités d'investissement. Donc, de toute façon, il n'y a pas de bénéfice financier à en tirer. En revanche, et alors fort d'une expérience assez longue en la matière, hein, puisqu'on s'est retiré complètement, en effet, des énergies fossiles depuis déjà pas mal d'années, et on investit massivement, au contraire, dans les énergies renouvelables notamment. Fort de cette expérience, on peut malgré tout avoir un rendement de l'actif, hein, comme on dit, qui soit suffisamment élevé. Nous, nos sociétaires, nous confient leur épargne sous forme d'assurance vie. Évidemment, on assure une rémunération à cette épargne qui est complètement dans les standards et souvent dans les standards les plus élevés du marché. Donc, on peut tout à fait avoir une gestion des actifs financiers qui soit complètement saine sur le plan du climat. Et c'est important parce que c'est un levier, en effet, Marie le soulignait, qui est extrêmement puissant. Et malgré tout, avoir un taux de rendement qui soit tout à fait bon. Et par ailleurs, on ne prend pas de risque de long terme, d'actifs échoués, d'actifs qui vont être considérablement dévalorisés le jour où, effectivement, enfin, on aura comment dirais-je, pris véritablement le virage. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a trois aspects, je trouve, à la question. Il y a un premier aspect qui est effectivement, est-ce qu'on peut avoir des nouveaux modèles économiques qui permettent de mieux valoriser même la production des entreprises. Donc j'aime beaucoup l'exemple de Michelin, qui est souvent cité, qui a tenté une expérience de faire payer les pneus au kilomètre roulé. Et ils se sont rendus compte, et c'est extrêmement intéressant, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'aligner le modèle économique avec l'impact environnemental et social, puisque on va gagner plus d'argent si le même pneu est utilisé pour rouler plus longtemps. Et donc, finalement, ça limite la matière produite.
Donc, il y a un sujet quand même qui est de rentabiliser la matière ou la ressource première. Donc, quand on bascule sur des modèles plus à abonnement, où on est du coup en réduction de l'impact environnemental, ou alors si on est sur des modèles économiques, nous on est investisseur dans une entreprise qui s'appelle 15, qui fait des réseaux d'infrastructures de vélos électriques. Et en réalité, le modèle économique naturel devrait être de dire on est payé au kilomètre, la même chose, au kilomètre parcouru, parce que plus on a d'utilisation de vélos électriques, plus ça crée un impact sur la santé, et pas uniquement sur la santé des cyclistes, mais aussi sur la santé des non-cyclistes, des citoyens dans la ville, parce que ça permet de réduire la pollution de l'air. En fait, la pollution de l'air, c'est une des grandes sources de maladies des citoyens. Ça permet de limiter le bruit, ça rend des villes plus sûres. Et donc, en fait, il y a vraiment cette logique d'alignement des modèles économiques qu'il faut repenser en se disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que plus finalement mon produit est utilisé, plus il a un impact social ou environnemental qui est positif et moins le coût dans l'autre sens. Et, donc, c'est extrêmement intéressant de penser comme ça. Mais il y a aussi la réduction des coûts. Quand on se dit qu'en l'an 2030, donc dans 6 ans, les projections sont qu'il y a à peu près 40% des besoins d'eau dans l'industrie qui ne vont pas être satisfaits, on voit bien que le prix de l'eau va monter et que donc arriver à être dans un modèle de sobriété des ressources qui sont des ressources qui vont être plus rares dans le temps, que ce soit des métaux rares ou que ce soit de l'eau ou que ce soit de l'énergie dont on ne sait pas comment le mix énergétique va évoluer dans le temps et le prix va évoluer dans le temps, c'est un gage de résilience et un gage d'économie de coûts dans le temps aussi. Et la troisième chose, donc il y a vraiment ce côté comment on repense les modèles économiques pour les aligner avec l'impact, comment on utilise finalement, on revoit sa consommation de manière à ce qu'elle soit la plus sobre possible pour être en résilience et en maîtrise de ses coûts dans le temps. Et puis après, il y a la question des risques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est une question du temps, on se met à risque à combien de temps? C'est-à-dire que les économies qu'on fait à court terme, combien elles nous coûtent à long terme? Et donc, de vraiment se positionner, non pas dans des décisions court terme, mais de se redire où est-ce qu'on veut aller et de penser les décisions aujourd'hui dans une économie ou dans une équation qui fait vivre la société sur son temps long, quoi. C'est d'ailleurs ce qui rend la CSRD extrêmement intéressante, parce que quand on regarde la façon dont les entreprises, les premières concernées, donc les grandes entreprises s'en sont saisies, ce sont des équipes et des services financiers qui ont traité le sujet, alors que historiquement, les sujets dits de RSE, développement durable, étaient gérés par des services dédiés qui avaient une approche assez différente. On voit le niveau d'anticipation, de projection à long terme sur les coûts économiques de tout ça, qui, je pense, et c'est pour ça qu'il faut absolument que la CSRD soit maintenue avec le niveau d'ambition actuel, permet aux entreprises de vraiment changer leur mode de pensée et de bien mieux considérer les conséquences économiques. Donc je pense prendre conscience de l'importance de désormais avoir des stratégies de décarbonation, etc., qui soient hyper ambitieuses avec des gains à court terme. Sonia, l'économie circulaire et le réemploi sont des leviers de choix pour la durabilité. Mais ces modèles sont-ils réellement viables à court terme? Alors, viable à court terme, c'est une bonne question parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. On voit bien aujourd'hui que ce sont des activités qui sont subventionnées d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des entreprises privées ou par des fonds publics. On a mis quand même en place beaucoup de choses. Au niveau de l'Europe et en France aussi, avec la loi AGEC, qui nous met dans la bonne dynamique, notamment pour vraiment aller sur une circularisation complète de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'éco-conception jusqu'à j'arrête de mettre dans les décharges et plutôt je vais réparer, réemployer, etc. C'est une dynamique qu'il faut poursuivre, qu'il faut réussir à passer à l'échelle. Je pense que pendant un certain temps, il va falloir qu'elle continue à être subventionnée, mais elle est essentielle. Notamment parce que c'est un levier effectivement pour décarboner, pour utiliser moins de ressources, etc. Parce qu'on va moins produire. Donc oui, c'est à court terme, ça n'est pas viable, y compris les startups ou les grandes entreprises, mais c'est vraiment Néanmoins, est-ce critique. que vous avez des exemples d'entreprises qui intègrent ces pratiques et qui sont rentables? Alors, on parlait de Veolia tout à l'heure. Il y a des entreprises qui sont au cœur de l'économie circulaire parce qu'elles en ont fait leur activité. C'est-à-dire que collecte, tri, vont se lancer dans le réemploi, etc. Donc eux, ils en bénéficient. Les entreprises, les fabricants qui mettent les produits sur le marché. Pour eux, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est important. Ils ont des obligations, notamment de contribuer avec des éco-participations.
mais ça, c'est finalement un point de marge, enfin une certaine quantité de marge qui n'est pas là et qui fait qu'ils sont très sensibles à la concurrence, notamment des produits qui viennent des pays asiatiques. Et on revient aux problématiques de réglementation, de carbone aux frontières, etc. Et donc, c'est en fait par rapport au sujet de l'économie circulaire, c'est un problème aussi extrêmement systémique qui relève de travaux et d'actions au sein de coalitions, en fait, sur des chaînes de valeur où les entreprises vont ensemble y travailler. Il y a un exemple hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a les acteurs de la cosmétique qui se sont associés dans une coalition avec une société qui fait du conseil dans ce domaine qui s'appelle Circulaire. Ils ont créé une coalition pour en un an tester et mettre en œuvre du réemploi dans les cosmétiques. Donc il y a Chanel, Clarins, L'Oréal, Sephora, etc. Et Nocibé et aussi Citeo qui est un éco-organisme. Et ensemble, ils travaillent sur comment en partageant les risques, en partageant les coûts, on va répondre à une problématique qui nous concerne tous et qui est essentielle parce que marque employeur, parce que nos clients commencent aussi à vouloir y aller. Et nous, en tant que fabricants, on a besoin de réduire nos coûts et de trouver un système qui tourne. Donc, à court terme, c'est compliqué, mais moi, je pense que c'est un levier essentiel et que ça va se faire. Pascal, vous encouragez vos assurés à choisir des véhicules électriques, une démarche qui peut sembler coûteuse sur papier quand on sait que les frais de réparation sont plus courants et plus élevés que pour des véhicules thermiques. Quelle est la stratégie derrière ce choix ? La stratégie, c'est vraiment la stratégie d'impact et d'impact positif. On voit bien qu'il y a la nécessité de basculer assez rapidement, somme toute, le parc de véhicules vers l'électrique. Et donc, nous, on prend notre part en tant qu'assureur pour aider les consommateurs à cette bascule en faisant payer moins cher, toutes choses égales par ailleurs, les détenteurs de véhicules électriques que ceux de véhicules thermiques. Alors même, vous avez raison, qu'en réalité, pour l'assureur, les véhicules électriques coûtent un peu plus cher. À la fois parce qu'il y a un peu plus d'accidents, ce sont des véhicules qui sont très silencieux, donc en ville, on ne les entend pas arriver. Ce sont des véhicules qui, généralement, ont des accélérations assez fortes. Et puis, par ailleurs, le coût de réparation des véhicules électriques est beaucoup plus important. Eh bien, tant pis. On prend sur nous pour, malgré tout... Et est-ce que ça devient rentable à long terme pour la Maïf ? Écoutez, c'est... L'avenir nous le dira. On accorde ce bonus écologique. C'est un pari. C'est aussi un pari qui permet de convaincre les détenteurs de véhicules électriques de plutôt venir chez nous que s'assurer ailleurs. Donc, c'est aussi un pari sur l'avenir et sur le développement futur de l'entreprise, oui. Et puis, peut-être ça peut convaincre aussi les industriels, les constructeurs automobiles européens et français de basculer aussi beaucoup plus vite vers cette mobilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien on est un petit peu en retard. Et ce genre d'action incitative auprès du consommateur, je trouve, est extrêmement vertueuse parce qu'elle entraîne en fait toute la filière. Bien sûr. Et il faut aussi que cette transition, elle vienne aussi des attentes des consommateurs. C'est essentiel. C'est même complètement essentiel. Avec Sonia, je pense qu'on était connectés parce que je voulais avoir à peu près le même rebond. C'est-à-dire qu'on a évoqué les industriels, les investisseurs, les États, mais pas encore les citoyens et les consommateurs dans cette affaire. L'initiative de la Maïf, et heureusement il y en a d'autres, montre à quel point les entreprises ont un rôle majeur à jouer, notamment à travers le marketing, pour rendre tout ça désirable. Et j'en parle parce que comment voulons-nous réellement réussir une forme de transition et mettre les entreprises dans des conditions de pérennité à long terme si on a des citoyens qui sont constamment tambourinés par 2000 pubs par jour qui les poussent à acheter toujours plus de trucs. Ça ne peut absolument pas tenir et on ne peut pas d'ailleurs reprocher à ces personnes de résister ou de ne pas résister face à autant d'injonctions à consommer. Donc ce qu'a fait la Maïf là, notamment pour avoir une incitation
positive et très intéressant. Je pourrais citer un autre exemple d'une entreprise qui marche bien, qui est dans la circularité, je pense d'ailleurs est même devenue ce qu'on appelle une licorne, qui s'appelle Back Market, qui travaille sur une offre désirable, attractive, de matériel reconditionné dans l'univers du numérique, et voilà, qui s'internationalise, qui est peut-être un des plus beaux exemples récents que nous ayons, une entreprise qui se met sur le secteur ou sur le créneau de la circularité, autour de produits qui sont à rythme de consommation très intense, on change de téléphone tous les 2 ans en moyenne, et qui arrive assez bien aujourd'hui économiquement à se développer sur ce modèle-là. Alors, je voudrais intervenir sur ce point et créer un petit peu de polémique. Enfin, Ça manquait. enfin. Back L'événement Market, dans For Good. magnifique, très, très, très bien. Oui. Mais en fait, ce qui serait intéressant de regarder, c'est d'où viennent les produits qui sont recyclés. Est-ce que ce ne sont pas des produits qui viennent de flottes de téléphones des États-Unis qui vont être réparés je ne sais où et qu'on va importer et qui vont avoir un impact environnemental pas si bon que ça ou pas? Je ne sais pas. Mm. On a une partie de la réponse, on le Mais sait. c'est un marketplace, Mais c'est à ce mais voilà. prix-là qu'on arrive Mais à passer l'échelle. je suis d'accord, mais il faut aussi, on arrive à passer l'échelle, mais est-ce que finalement, passer l'échelle en ayant au total sur l'ensemble de cycle de vie du produit, un produit qui est recyclé, reconditionné, mais qui finalement a un impact peut-être moins bien qu'un produit qui va être fabriqué dans d'autres circonstances, plutôt locales, etc. Donc en fait, c'est ça aussi, je trouve, tous nos sujets, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant aussi. Mais Thomas, je suis d'accord avec toi, c'est un bel Non, on exemple. peut ne pas être d'accord. Mais voilà. mais L'histoire, là, ça- voilà, mais c'est important en fait, c'est un sujet sans fin. Il faut regarder, je pense aussi, l'ensemble des problématiques de cycle de vie complet. Je prends un autre exemple, c'est la machine à laver. La machine à laver, le recyclage, le réemploi et des machines à laver. Une machine à laver, c'est un produit qui est essentiel aujourd'hui dans tous les foyers. On est très équipés. Une machine à laver, elle a une certaine durée de vie de quelques années. Et ensuite, soit c'est une machine à laver qui est peu réparable et qui n'a pas été éco-conçue et qui va plutôt être démantelée. Et ensuite, on va récupérer certains métaux et le reste, on va le mettre en décharge, ou c'est une machine à laver qui a été peut-être pas beaucoup utilisée pendant le temps où elle était chez vous, qui a été plutôt éco-conçue et qu'on va pouvoir faire réparer par des structures de l'ESS et qui vont vous permettre d'avoir une machine réemployée, etc. On peut avoir aujourd'hui des machines qui sont remises dans le circuit, qui vont fonctionner en consommant beaucoup plus d'eau, en consommant beaucoup plus d'énergie, et qui font que finalement l'impact total est pas si positif. Donc il faut qu'on continue à pousser l'économie circulaire, mais il faut aussi qu'on continue à pousser de l'éco-conception et des approches beaucoup plus vertueuses, et surtout dans les territoires. En fait, l'un des points qui est un peu implicite dans ce que Sonia a dit, c'est on a besoin de mesurer, en fait. Et l'un des sujets, quand je disais on a besoin des outils, c'est qu'il en existe certains aujourd'hui. Donc, Sweep, dont on parlait au début en disant que j'étais administratrice de l'entreprise, c'est aussi un des investissements de 2050. Et c'est clairement ce type d'outil qui permet à chaque entreprise de comprendre à partir de son compte de résultats financiers, va arriver à avoir un compte de résultats extra-financier où on peut comprendre à chaque fois quelles sont les différentes émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne, c'est-à-dire pas uniquement sur l'entreprise elle-même en ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est-à-dire mais aussi en scope 3, c'est-à-dire comprendre aussi les fournisseurs, comment est-ce que la chaîne de valeur, et là on commence à avoir une analyse de sa chaîne de valeur et on commence à savoir où est-ce qu'on peut agir pour limiter son impact global. Mais on a besoin pour ça, on ne peut pas juste être en bonne intention. En fait, c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail de mesure et d'analyse de ces données et de son activité, et on a besoin de s'outiller pour ça, parce qu'en réalité, sinon, on est un peu dans le vague, parce qu'il y a des impacts de partout, en fait. On parle d'un impact unique d'une entreprise, mais pas du tout. Donc, arriver à avoir une vision un peu holistique ou complète de l'intégralité de la performance de l'entreprise sur les enjeux sociaux ou environnementaux dans sa globalité, c'est extrêmement important pour derrière pouvoir prendre les bonnes décisions.
Chers invités, on se rapproche déjà de la fin de ce débat. J'aimerais terminer par une question collective. On commence avec vous, Pascal. Si vous deviez convaincre une entreprise hésitante à s'engager, quel serait votre argument? Alors moi, j'aimerais convaincre une entreprise, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais convaincre aussi les gouvernements, parce que c'est extrêmement important de créer les conditions de la transition. Convaincre une entreprise, alors là, pour le coup, de manière très, très empirique, hein, moi, je mesure combien... Marie disait tout à l'heure, une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, c'est d'abord une communauté de salariés, et c'est important le niveau de motivation, d'engagement, de fidélité des salariés. C'est important aujourd'hui sur le marché du travail que l'on connaît d'être capable d'attirer, de recruter des talents. Clairement, ça, vous pouvez le faire avec une entreprise qui est réellement et qui est sincèrement engagée et où c'est suffisamment visible et c'est complètement essentiel. C'est la même chose avec les clients, avec l'image de marque. Moi, je peux vous dire que la Maïf, depuis quelques années maintenant, a un niveau de développement qu'elle n'avait jamais connu dans son histoire alors qu'elle a été créée en 1934. C'est-à-dire que même pendant les 30 Glorieuses, cette période durant laquelle les ménages s'équipaient en logement, en voiture, avec en plus une croissance démographique forte et une très faible concurrence sur le marché de l'assurance à l'époque, on n'avait pas les mêmes niveaux de développement qu'aujourd'hui. Donc c'est bien qu'effectivement ça attire. Malheureusement, je pense que ça ne suffira pas, en tout cas ça ne suffira pas à aller assez vite. Et il faut impérativement que les pouvoirs publics créent un environnement juridique et fiscal qui soit réellement incitatif pour que les entreprises aient un bénéfice rapide, immédiat, en termes d'accessibilité aux aides publiques, aux marchés publics, en termes, pourquoi pas, de modulation de la fiscalité demain, pour qu'il y ait ce bénéfice. Et puis, dernier point très, très rapidement, on a commencé sur l'élection de Donald Trump, c'est évidemment une catastrophe pour l'humanité. Ça peut être aussi une opportunité. Ça veut dire que derrière, on voit bien qu'on est en train de remettre en cause un modèle idéologique de libre-échange généralisé dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conjuguer transition écologique, protection d'un certain modèle social et souveraineté économique. Et le développement des mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire de la taxe carbone, et pourquoi pas en mettant aussi des critères sociaux, permet de dire au reste du monde, voilà, nous on a des standards écologiques, des standards sociaux. Si vous n'êtes pas en dessous de ces standards, il y a forcément une compensation, une pénalisation pour rentrer sur le marché européen. Et on voit bien qu'on arrive à aligner l'ensemble des intérêts. Sonia, même question. Bien sûr, la dimension employés, collaborateurs et talents, c'est essentiel. Mais je dirais aussi, pour l'avoir moi-même vécu, c'est faites-le d'un point de vue collectif avec votre écosystème, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, avec vos clients, et travaillez dans votre territoire. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'opportunités. Par exemple, on parlait des déchets, de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de choses à faire pour revoir sa chaîne de valeur, travailler avec ses clients, ses fournisseurs, dans une logique de coalition d'impact, dans une logique de coopération. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est complexe, ça peut faire peur. Et je suis convaincue qu'en le faisant ensemble, de façon collective, on va mieux y arriver. Nous, on fait partie avec Fine Climate de la Convention des entreprises pour le climat industrie, et on est avec une 50aine d'entreprises industrielles. Et en fait, on voit que ça crée une dynamique incroyable d'être avec des pairs et de voir que c'est possible, de tester des choses, etc. Donc, moi, ma conviction, c'est le collectif, la coopération. Marie, d'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais renforcer ce que Sonia vient de dire, parce que je suis parfaitement d'accord. C'est vraiment l'une des grandes différences que moi je vois entre la transformation digitale et la transformation durable. Le digital, on pouvait se transformer à l'échelle de l'entreprise elle-même. Sur le durable, on dépend de ce que ses fournisseurs font, on dépend de ce que ses clients font. Donc, c'est une bascule de chaîne de valeur. Donc, ces nouveaux accords de coopération et de penser différemment la relation à sa chaîne de valeur et comment on y va ensemble, c'est super clé. Et on doit même le penser au niveau financier. Donc, je terminerai par cet exemple pour reboucler la boucle aussi sur cette entreprise suédoise dont j'ai parlé au début, qui fait du ciment. En fait, ce qu'ils font, c'est un matériau qui est un des constituants du ciment.
Et comme on a besoin quelque part d'avoir aussi les fabricants de ciment, aussi les constructeurs et aussi les clients finaux qui soient en demande de ce matériau-là. Et on a besoin en plus qu'ils prennent des risques avant la création de l'usine, donc à faire des accords de préachat, en fait, pour pouvoir financer l'usine, etc. Ce qu'on a fait, c'est que au moment où on a levé des fonds pour l'entreprise, avant de se basculer sur le financement de cette usine et sur l'industrialisation de ce produit, et ben en fait, on les a fait rentrer au capital. Donc, on a Holcim au capital de l'entreprise. On a la famille Goldbeck, qui est une famille qui fait de la construction immobilière. Et on a aussi Amazon Climate Pledge Fund, qui est le client final, parce qu'ils se sont engagés à préacheter le matériau de Payball pour construire les murs de leur data center en Europe. Et donc, c'est une nouvelle type de coalition qui n'est pas uniquement une coalition commerciale, mais qui peut aussi être une coalition d'intérêts et d'actionnarial pour aligner vraiment les intérêts de toute la chaîne et faire en sorte qu'on optimise le succès. Merci Marie. On passe à notre dernière séquence, c'est le Good to Know. C'est bientôt la fin de cette émission et Thomas, tu nous présentes un outil déterminant, c'est la Net Zero Initiative. Oui, alors je voudrais aussi faire un lien avec la question précédente sur qu'est-ce qui pourrait motiver des entreprises à se lancer. Moi, j'aimerais surtout qu'on s'adresse à celles et ceux qui nous regarderont, qui sont des leaders dans leurs entreprises, de se rappeler que c'est peut-être le plus beau projet entrepreneurial qu'ils peuvent initier. Et c'est quand même ce qui nous fait lever le matin, je pense, Sonia, Marie, voilà, Pascal et moi, et bien d'autres d'ailleurs. Et donc, lancez-vous maintenant si vous vous sentez un petit peu perdu face à l'ampleur du sujet, parfois peut-être aussi, et moi je le vis personnellement, une forme de dépression intérieure face à l'état de ce monde. Eh bien, je vais vous donner une première option pour entrer en phase de jubilation extérieure, c'est-à-dire embarquer vos équipes dans un projet qui soit vraiment motivant et surtout qui vous aide à planifier. Cet outil s'appelle la Net Zero Initiative. C'est un outil qui a été co-construit par une quarantaine de cabinets qui sont des experts de l'accompagnement sur des sujets de transition et de décarbonation des modèles d'affaires, qui ont imaginé cette solution pour offrir un premier outil accessible gratuit, une méthodologie et un référentiel commun pour se préparer et engager une stratégie de décarbonation de son organisation selon 3 piliers, je m'arrêterai là-dessus. La réduction de ses propres émissions, et d'ailleurs on l'a évoqué, ça peut créer des économies de coûts aussi, que de chercher à émettre moins et donc à consommer moins de ressources et de matières. C'est de contribuer à des projets d'évitement, c'est-à-dire des projets qui vont retirer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en dehors de son périmètre. Et enfin, c'est de contribuer à des projets de captation de carbone pour qu'à long terme, on parvienne à atteindre l'objectif de neutralité d'ici 2050, si tout va bien. Nickel, simple, efficace. Merci beaucoup Thomas. Merci à tous les trois. Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, coprésidente du mouvement Impact France. Sonia Artignan-Fredou, cofondatrice de Fine Climate, présidente d'Écosystème. Et Marie Eklund, administratrice de SWIP et fondatrice du fonds 2050. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.